Bonsoir à tous, je suis Fabrice Ndo. Merci de nous retrouver au cœur de ce grand débat africain. Eh bien, dans un contexte international marqué par les rapports de force et les recompositions géopolitiques, le Sahel vient d'arracher une victoire que beaucoup jugeaient impossible il y a encore quelques années. L'Union européenne a officiellement retiré le Burkina Faso et le Mali de la liste des pays à haut risque en matière de flux financiers illicites. Un signal fort, un tournant diplomatique majeur, mais surtout une reconnaissance implicite des efforts souverains engagés effectivement par ces deux États. Plus encore, Bruxelles se dit désormais prête à engager une coopération renforcée avec la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, consacrant de facto son émergence comme un acteur régional crédible mais surtout incontournable. Le passeport de l'AES est aujourd'hui reconnu à l'échelle internationale, symbole d'une souveraineté retrouvée et d'une nouvelle ère diplomatique qui s'ouvre pour le Sahel. Alors assistons-nous à la fin d'un isolement imposé au début d'un partenariat redéfini sur des bases beaucoup plus équilibrées. Les questions seront abordées par nos experts qui vont nous retrouver dans un court instant, juste après cet indicatif. Et avec moi sur ce plateau central, on a l'insigne honneur de l'accueillir sur ces installations d'Afrique internationale. Charlie Kenya, vous êtes géostratège. Merci infiniment d'accepter d'honorer à notre invitation. Bienvenue à vous. Bonsoir, mon très cher frère, mon très estimé frère Fabrice Nom. Je salue ce nouveau média, ces nouveaux studios. C'est ma première à Afrique internationale que je découvre avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je suis très bluffé par ce que je suis en train d'observer autour de moi, qui met en avant une fois de plus, qui met en lumière, si vous me permettrez, l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Et vous savez que cela fait partie justement des leviers sur lesquels le président de la République entend justement mettre en avant cette mandature. Donc je salue le promoteur de ce média qui est un jeune, qui est un frère. Je salue toute son équipe et j'espère avec l'aide de Dieu que ce média ira aussi loin que possible. Et donc, c'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette prestigieuse émission qui commence en force et qui, j'espère, dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, devenir une référence dans le domaine qui est le sien, de nature justement à mettre en avant les intérêts, la dignité et bien sûr la pensée africaine. Merci. Merci à vous, cher messieurs. On sera rejoint dans ces débats par Israël Arba, l'emploi analyste politique, mais on va très rapidement commenter la démarche de l'Union européenne, le timing qui a effectivement interpellé plusieurs analystes politiques. Mais dans le fond, le GAFI dit avoir pris cette décision sur la base, en tout cas, des réformes réglementaires et institutionnelles mises en place par l'ensemble des pays plus ou moins épinglés par cette organisation intergouvernementale, des réformes de son point de vue qui lui donnent aujourd'hui matière à se satisfaire quant à la démarche de lutte contre non seulement les blanchiments de capitaux, mais également le financement du terrorisme. Comment analysez-vous la démarche du GAFI aujourd'hui et concomitamment celle effectivement de l'Union africaine, puisque la démarche du GAFI a eu la conséquence notamment de permettre à l'Union européenne de reconsidérer sa position sur ces 6 pays principalement, à savoir le Mali, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, mais surtout le Mozambique. Bien, déjà, deux ou trois choses. La première, c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec de la part de l'Union européenne et donc par conséquent de l'Union africaine, parce qu'il faut rappeler que l'Union africaine aujourd'hui n'est qu'une caisse à résonance de l'Union européenne, partant du principe que cette chambre d'enregistrement, cette caisse à résonance que nous qualifions
de l'Union africaine est grandement financé par l'Union européenne. Une sagesse africaine dit c'est celui qui paye la note qui commande le menu. Donc, pour dire que c'est un aveu d'échec de la part justement de ces organisations intergouvernementales, pour le cas de l'Union africaine, et organisations européennes, l'Union européenne, c'est un aveu d'échec parce que il faut dire que elles viennent aujourd'hui confirmer une décision qui, dans le fond, traduit leur incapacité à pouvoir mettre à genoux un État qui n'a fait qu'exprimer un droit le plus absolu, à savoir le droit souverain, la défense de ses intérêts nationaux, de ses intérêts vitaux, de ses intérêts stratégiques. Charles, vous semblez nous dire que la démarche du GAFI s'appuyait dans une volonté d'hostilité vis-à-vis des nouvelles autorités. Exactement. Il faut officiellement, c'est pas ce qui est déclaré. Oui, non, je suis en train de développer, vous allez comprendre. Il faut préciser ici que quand on parle du GAFI, on parle là d'une agence entre guillemets international, mais il faut toujours mettre international entre guillemets, parce que derrière international, il y a des intérêts qui s'affrontent, il y a des intérêts privés également qui interagissent. À partir de cet instant, on devrait plus justement donner à certaines de ces organisations le caractère international. Parlant du GAFI, il faut dire que la plupart des financements au GAFI proviennent des fonds d'investissement privés. C'est important de le rappeler, privés. Et donc, vous n'allez pas me dire que lorsque des gens y mettent de l'argent, c'est pour vos beaux yeux. La philanthropie, c'est pour les naïfs. Donc, je le dis pourquoi? Je le dis afin que les gens comprennent effectivement de qui est-ce qu'on parle. Et quand on parle du GAFI, il est important de rappeler que le GAFI a perdu toute crédibilité dans la notation ou dans l'audit, justement, des États dans le cadre des blanchiments des capitaux, du financement du terrorisme, à partir du moment où les parents justement du GAFI sont justement ceux-là qui financent le terrorisme à l'échelle internationale. Or, donnez-moi le nom d'un pays qui a fait du financement du terrorisme l'une de ses activités premières dans le cadre de sa politique étrangère. Ce sont les États-Unis d'Amérique, il faut le dire. D'ailleurs, ils ne s'en cachent plus. Vous n'aurez qu'à remarquer les actes de terrorisme qu'ils pratiquent à travers le monde sous le sceau d'un certain nombre de prétextes qu'on ne va pas revenir ici. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, si le GAFI voudrait être en osmose et en face avec ce qu'elle prétend justement défendre, le GAFI devrait commencer par interdire les États européens je veux dire quoi? Faut préciser que ce n'est pas un organisme à caractère coercitif, mais c'est un organisme de notation, d'alerte. Donc, dans le cadre justement de ces alertes-là, le GAFI devrait mettre... Ces décisions sont généralement suivies des faits par l'Union, que ce soit l'Union européenne, puisque bon, oui, elle n'a pas un caractère coercitif, mais une fois que ces décisions sont, sont prises en compte par les organisations intergouvernementales, les organisations internationales. C'est dans ce sens que vous voulez me dire. Absolument. Mais il faut bien comprendre également que les organisations intergouvernementales, comme les organisations internationales, ne doivent pas, ou du moins les textes ne leur donnent plus une certaine primauté sur les États, qui eux sont souverains. L'Union africaine n'est pas souveraine. Par contre, le Mali, le Burkina Faso sont des États souverains. Donc, pour dire quoi? Si vous prenez les nombreux scandales qui secouent aujourd'hui la Commission de l'Union européenne. Je vous rappelle que la vice-présidente de l'Union européenne a été incarcérée. Par la suite, on a vu les migmats qu'il y a eu derrière. On a vite fait de pouvoir la relâcher sous caution, un truc comme ça. Vous avez aujourd'hui des scandales qui accablent un certain nombre des leaders de la Commission de l'Union européenne, parmi lesquels Ursula von der Leyen. C'est important de le rappeler. Des scandales dans le cadre justement de la gestion des fonds Covid et même de la gestion d'un certain nombre de contrats, de concessions qui avaient été faites aux firmes pharmaceutiques pour la mise à disposition des vaccins pour les peuples européens. Il y a de nombreux scandales aujourd'hui qui sont en train de toucher. Je rappelle que même celle qui est chargée aujourd'hui de parler au nom de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, elle-même aujourd'hui, il y a des scandales qui sont en train d'émailler cette dame-là dans le cadre justement du dossier ukrainien. Je vous rappelle que les États-Unis, le FBI enquête aujourd'hui sur un gap de pratiquement 48 milliards
qui aurait pris une tangente entre l'Union européenne et l'Ukraine. Personne ne peut vous dire concrètement où se situe l'argent. Or, aujourd'hui, selon un certain nombre de sources bien introduites dans le dossier, d'ailleurs, les médias américains en ont fait référence, il est clair, il est même établi que la plupart de ces fonds qui étaient destinés à l'Ukraine, qui se chiffrent aujourd'hui en centaines de milliards de dollars, que plusieurs de ces fonds-là ont terminé dans des comptes privés d'un certain nombre d'élites européennes, mais également d'autorités ukrainiennes, parmi lesquelles Volodymyr Zelensky. Je vous rappelle qu'il y a des banques saoudiennes qui déclarent percevoir chaque fin du mois l'équivalent de 50 millions de dollars venant justement d'un certain nombre d'autorités ukrainiennes, parmi lesquelles Volodymyr Zelensky. Donc, il y a toute une mafia, il y a tout un crime organisé au sein de l'Union européenne, que ce soit les scandales avec la gestion des fonds Covid, que ce soit les scandales avec les financements du conflit russo-ukrainien, que ce soit les scandales avec les rétrocommissions dans le cadre des autorisations aux firmes pharmaceutiques dans le cadre de la production justement des vaccins pour les citoyens européens. Il y a tellement de scandales aujourd'hui qui secouent l'Union européenne qui font en sorte que si le GAFI était sincère dans sa démarche, le GAFI aurait commencé déjà par faire la lumière sur ces scandales, parce qu'il faut bien comprendre, dans le cas par exemple de l'Ukraine, on parle de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme. Dans le cas par exemple des fonds Covid, on parle là de blanchiment de capitaux. Et je rappelle que ce sont des faits qui relèvent justement de la compétence du GAFI. Mais est-ce que vous avez vu le GAFI être intéressé par ce qui se passe de ce côté? Non. Or, on voit très clairement comment le GAFI semble être très intéressé par le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme dans le Sahel. Si même encore, dans ce cadre-là, le GAFI voudrait faire preuve de transparence et même de clairvoyance, je pense qu'il y a un certain nombre de rapports accablants, que ce soit des ONG et même des autorités de ces pays-là, qui accablent un certain nombre de pays européens, parmi lesquels la France. Le Mali, par exemple, n'a eu de cesse de rappeler que la France est le pays qui entretient, qui finance et qui parraine le terrorisme dans sa partie nord. Mais est-ce que le GAFI s'est intéressé justement à cette enquête-là de nature à faire la lumière dessus pour justement démontrer, je vais dire quoi, son impartialité dans le traitement des dossiers justement qui relèvent de ses compétences? Non, le GAFI ne l'a pas fait. À partir de cet instant, on doit se poser des questions sur la neutralité de cet organe. Et si on se pose des questions sur la neutralité de cet organe, la seconde question qui suit, c'est savoir pourquoi est-ce que hier, ces pays ont été sanctionnés et aujourd'hui, on semble lever la sanction qui pesait sur ces pays. Pour deux raisons. La première, elle est d'ordre énergétique. Je rappelle que la France aujourd'hui est dans un contentieux direct avec le Niger dans le cadre justement de son uranium. Tout à fait. Et il faut préciser que si la France semble dire que son pays est dépendant de l'uranium à hauteur de, je crois, 14%, un peu moins de 20%, les chiffres, ça ce sont les chiffres officiels français, mais ces chiffres ne cadrent pas avec les rapports de l'État nigérien et même des chiffres qui sont révélés au niveau de l'Union européenne. Parce que bien avant cette crise, je vais dire quoi, énergétique entre la France et le Niger, il faut préciser que selon les statistiques, et je crois que même jusqu'à présent, l'uranium qui était consommé, ou du moins la demande en uranium de l'Union européenne, était garantie par le Niger à hauteur de 24%. 24%. Si on parle même de ces statistiques-là et qu'on voit la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis justement de l'énergie qui était produite par la France, vous comprenez qu'au bas mot, je dis bien au bas mot, la France est dépendante justement de l'uranium du Niger au moins à 60-70%. Or, selon les statistiques que nous avons, c'est pratiquement 70, voire plus. Et donc, si vous partez de ce principe, vous aurez remarqué que beaucoup de centrales nucléaires en France, alors où nous parlons, ont fermé. Beaucoup aujourd'hui sont en train de retourner justement à l'exploitation des mines de charbon. Il faut aussi préciser qu'à l'heure où nous parlons, la France est dans un déficit énergétique qui est en train de plomber sa production et qui a un impact sur son économie. D'ailleurs, cette même France qui hier encore fournissait de l'énergie à certains pays européens est incapable de le faire aujourd'hui parce qu'elle est incapable de satisfaire la demande locale, d'où les questions de rationalisation qui sont observées actuellement du côté de la France. Cela fait quoi? Cela fait qu'au vu de ces réalités-là, l'Union européenne a décidé justement de traverser
la France comme ça pour aller dealer ou pour aller négocier directement avec le Niger. Beaucoup de gens ne savent pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne est en train de dire à la France, nous n'allons pas plonger avec vous. Parce qu'il faut préciser que... Une décision qui pourrait donc être assez difficile pour Paris. Parce que là, si l'Union européenne, comme vous savez bien le dire, est en train de chevaucher aujourd'hui la France pour aller faire renouer un contact diplomatique avec l'AES, il est clair que les tonnes d'uranium dont semble d'ailleurs revendiquer accord écrit aujourd'hui Rwanda, ils ne les aura pas. Ils ne les auront pas, ça c'est une évidence absolue. Vous n'avez qu'à suivre les déclarations des autorités nigériennes. Les Nigériens vont vendre cet uranium sur le marché international. Et les qui sont demandeurs ou seront demandeurs, eh bien c'est l'Union européenne. Parce que l'Union européenne aujourd'hui est dans un déficit énergétique qui l'oblige à aller puiser partout où est-ce qu'elle peut trouver. Et il y a un pays qui est prêt justement à leur proposer cela. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que pour justement accélérer ce retour du côté du Niger et donc signer un certain nombre d'accords avec le Niger ou signer un certain nombre de contrats de partenariats commerciaux avec le Niger, il faut d'abord lever ces verrous. Parce que cela fait partie des verrous. L'Union européenne, qui dans sa volonté de se placer comme étant une organisation légaliste, ne saurait justement aller signer des accords de coopération avec un pays ou avec des pays qui sont justement classés en gris dans le cadre justement du GAFI pour le blanchiment des capitaux ou pour le financement du terrorisme. Indirectement, ce serait justement reconnaître que l'Union européenne financerait justement financerait le terrorisme à l'échelle internationale, à défaut que l'Union européenne financerait le terrorisme dans la bande sahélo-sahélienne. Et donc pour essayer de lever cet équivoque-là, et aller se présenter dans une posture légaliste, l'Union européenne commence donc à retirer ce que hier, elle-même a décidé de sanctionner. Or, je vous dis derrière qu'il y a une démarche énergétique. Pourquoi? Parce que si on maintient ces sanctions-là ne permettent aux investisseurs de venir justement faire un certain nombre d'investissements dans le pays, ou bien mettre ce pays justement dans le cadre des pays qui ne devraient pas être, ou ne devraient pas faire l'objet de sollicitations en matière d'investissement, parce qu'immédiatement, vous serez taxé au niveau d'un certain nombre d'instances à caractère juridique à l'échelle internationale. Donc, il faut bien comprendre cette démarche-là. C'est une démarche qui, en réalité, vient se présenter comme étant, je vais dire quoi, une obligation pour l'Union européenne qui, aujourd'hui, dans les problèmes qui sont les leurs, savent que le Niger est une solution, ou du moins l'AES est une solution. Et donc, pour aller se présenter dans une posture légaliste, ceux dont hier on condamnait, on décide de les blanchir. Ça, c'est la première des choses qu'il faut voir. La deuxième des choses également qu'il faut revoir dans cette posture, c'est que c'est une affirmation de la souveraineté de ces pays, précisément du Burkina Faso et du Mali. Parce que je rappelle que avant d'y arriver, quelle pourrait être finalement la considération de ces organismes, qu'ils soient intergouvernementaux ou alors non gouvernementaux, dans les dynamiques de caporalisation, on va dire ainsi, des décisions de nos États? Parce que là, vous nous dites que le GAFI, au-delà de ce qu'on peut lui reconnaître, ne joue pas franc jeu dans les processus de notation de nos États en termes de lutte contre le blanchiment des capitaux et même surtout des financements des terrorismes. On voit très mal un État africain qui a même d'abord du mal à pouvoir financer son propre budget, venir finalement financer des rébellions. Alors, si on en est arrivé là, alors qu'aujourd'hui, on reconnaît de manière beaucoup plus légitime, là, on va dire, du moins, avec nos partenaires européens, on reconnaît la légitimité de ces organismes-là. Est-ce que l'Afrique n'a pas un gros travail à faire? Parce que là, le GAFI donne son rapport, les financements européens vous sont plus ou moins bloqués sur la base de leurs institutions. Est-ce que l'Afrique là, ne devrait pas clairement travailler, non seulement de ne pas dépendre de ces financements européens, mais surtout d'apporter eux également, si jamais on est dans un monde, comme on semble dire, assez... dans un village planétaire, nos institutions également devraient reconnaître la légitimité de ces organisations. Tout à fait. Intergouvernementales. Le problème avec ça, c'est que les États africains n'ont pas encore compris que le GAFI, comme un certain nombre d'organisations et d'institutions qui ont été créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, participaient d'une stratégie de légitimation de l'hégémon occidental sur le reste du monde. À partir de cet instant, vous devez comprendre que loin de l'équité, ces organismes, ces organisations sont beaucoup plus dictées par des logiques
à caractère impérialiste, à caractère dominatrice. Il faut bien comprendre que lorsque, par exemple, les États africains se présentent devant ces institutions-là pour solliciter des prêts, non seulement les taux de concession sont très exagérés comparativement aux autres pays européens. Or, ce qui rend déjà le prêt, je veux dire quoi, très défavorable en faveur de l'État africain, en partant du principe que si vous prêtez à des taux de concession élevés et que les autres qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas les mêmes défis à relever que les États africains, prêtent à des taux de concession beaucoup plus bas, à partir de cet instant, vous comprenez que celui qui prend cet argent-là est défavorisé, puisque l'investissement qu'il va faire, qui doit être rentable, puisque ça doit permettre à rembourser le prêt, il va défavoriser parce qu'il va rembourser un prêt beaucoup plus cher que l'autre qui lui déjà n'a pas les mêmes défis à relever que l'État africain, ou du moins que le jeune entrepreneur africain. Et à la fin, vous comprenez que ces prêts-là sont beaucoup plus des goulots à l'étranglement pour nous les Africains, plutôt que des solutions pérennes sur lesquelles on peut s'appuyer pour penser le développement de nos États. Déjà, il faut préciser que quand vous regardez la manière avec laquelle ces institutions-là notent les États africains, vous comprenez que derrière, il y a une logique manichéenne qui voudrait imposer à nos États des agendas qui ne garantissent pas parfois la souveraineté et les intérêts nationaux de nos États, pour parler des intérêts stratégiques. Je vous prends un cas très simple. Lorsque Gafi fait par exemple un rapport comme celui-là, où on note un pays, où on place un pays dans la zone grise, vous aurez remarqué que c'est sur la base de ces rapports que l'Union européenne ou la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, décident de vous prêter de l'argent. Alors, quelle est la conséquence? C'est que la conséquence de ça, c'est que lorsque nous allons justement solliciter les prêts, ils nous donnent ces argents-là, je veux dire quoi, conditionnant un certain nombre d'éléments qui en réalité viennent empiéter sur notre souveraineté, en ce sens que on vous prête de l'argent en vous obligeant des réformes qui ne vont pas aller dans le sens véritablement de rentabiliser même le prêt qui a été concédé, de nature à le rendre justement périn et de permettre à ce que vous puissiez rembourser cela sans que véritablement vos États n'en subissent les effets. Et vous aurez remarqué que si vous prêtez de l'argent à un État africain, en les obligeant par exemple un certain nombre de réformes, le cas des ajustements structurels, je rappelle que c'est dans ce cadre-là que les États africains ont été contraints justement à un certain nombre d'ajustements structurels. Or, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que la plupart de nos entreprises nationaux ont été bradées, ou du moins ont été justement mis sous contrôle d'un certain nombre de multinationales, de transnationales, qui répondent des intérêts privés. Et lorsque ces gens-là arrivent, ils ne viennent pas faire de la philanthropie, ils viennent faire du chiffre, ils viennent faire du business. Et les qui, justement, sortent défavorisés dans ce genre de rapport, c'est bien, ce sont nous, les États africains. Voilà pourquoi je dis, ces instances-là, ces organisations-là, il faut toujours les prendre avec des pincettes, parce que derrière le caractère international, en réalité, se cachent de gros fonds d'investissement privés, mais également se cache un caractère hégémon d'un ordre qui entend justement se pérenniser à travers des instruments comme celui-là, dont la logique est simplement d'assujettir les autres et bien sûr d'imposer un dictat, d'imposer un agenda, d'imposer un discours, voire même d'imposer un idéal qui n'est pas toujours celui des États vers qui ces rapports, ou du moins ces organisations disent vouloir œuvrer, ou du moins se travailler. Donc, pour revenir à la problématique concernant le Mali, hier, le Mali a été sanctionné sur la base de rien du tout, parce que quand vous allez analyser les rapports, vous ne pouvez pas sanctionner un pays qui vous a dit à maintes reprises qu'ils ont un lourd dossier de financement du terrorisme de la part d'un État qui est connu, et vous refusez d'enquêter sur ce dossier-là. Mais l'État qui se plaint, c'est-à-dire qu'un État se plaint d'être victime d'un autre État, dans le cadre des compétences qui sont les vôtres, logiquement, vous vous saisissez du dossier pour faire la lumière dessus. Mais au contraire, l'État qui se plaint, c'est à l'État qui se plaint que vous décidez de sanctionner, au point où aujourd'hui, de venir dire que non, nous avons observé, on a vu que c'est bon, ils peuvent redevenir normal. Or, derrière ce retour à l'ordre, il y a un certain nombre d'intérêts tacites, parce que
vous savez très clairement que dans le cadre des besoins qui sont les vôtres, les solutions se trouvent de ce côté-là. Et pour vous prévaloir d'une posture de légaliste, vous décidez de retirer les condamnations que hier vous avez justement commises à l'égard de ces peuples-là injustement, pour venir vous présenter en légaliste de nature justement à prendre des solutions dont eux ont pour les problèmes que vous aujourd'hui vous êtes en train de constater chez vous. Merci à vous. Israël Abalompo, est-ce que vous nous recevez? Bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, le frère. 5 sur 5. Cette démarche du GAFI, entérinée par l'Union européenne, qui dit donc, parlant de cette commission de l'Union européenne, qui estime que les 6 États épinglés jusqu'ici par les rapports du GAFI ont donc remédié aux carences stratégiques recensées dans leur dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent, mais surtout le financement du terrorisme, parlant effectivement du Mali. Charlie Kenyé tout à l'heure rappelait effectivement que le Mali a introduit auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies une plainte contre la France pour le même le motif de financement de terrorisme. Jusqu'aujourd'hui, eh bien, rien n'a fuité. Donc pour lui, la démarche du GAFI, que ce soit au niveau de son rapport, du moins de sa décision de retirer le pays de cette liste grise, de cette liste noire, n'est qu'une décision politique, parce que en sous-bassement, il s'agit désormais de renouer le contact avec l'AES à l'effet de tenter d'avoir un autre marché peut-être disponible en termes de ressources énergétiques. Est-ce que vous partagez la même perception des faits? Le GAFI, mais aussi l'Union européenne, en ce qui concerne par rapport au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, il est important de rappeler que le rapport n'est pas faux, mais seulement il n'est pas allé au fond. Donc, pour ce qui concerne le Sahel, il n'est pas allé au fond des réalités. Parce que pour ce qui concerne le blanchiment d'argent, quand nous prenons aujourd'hui le Sahel, nous avons des militaires au pouvoir qui n'ont rien à foutre avec les banques multinationales ou encore les paradis fiscaux occidentaux, où généralement les présidents se précipitent pour vider les caisses de l'État, aller ouvrir des comptes là-bas. Donc, pour ce qui concerne ce genre de détournement, ils ne peuvent plus constater. Mais ils ont oublié de souligner que depuis que les militaires sont arrivés au pouvoir, il y a de moins en moins d'afflux donc des biens des populations africaines vers les paradis fiscaux occidentaux. Le deuxième point, c'est en ce qui concerne le financement du transport. Ils ont omis de signaler que pour ce qui concerne les 3 pays de l'AES, les ONG occidentaux, qui étaient là, qui étaient des bras de financement du terrorisme au Sahel, presque toutes étaient expulsées du territoire donc de l'AES. Donc, du coup, ce problème, cette solution que les États du Sahel ont trouvée pour expulser toute activité d'une ONG occidentale qui opère donc sur le territoire de façon qui n'est pas catholique, alors ça diminue effectivement le financement du terrorisme au Sahel. En plus, et sans compter que il y a aussi les sociétés minières occidentales qui exploitaient les mines d'or et autres minerais au niveau du Sahel. Ces États-là, ces sociétés-là finançaient également le terrorisme, qu'ils ont omis de souligner qu'avec désormais la prise du contrôle de la majeure partie donc, des sociétés minières au Sahel a diminué fortement le financement du terrorisme au Sahel. Comment cela se faisait? Mohamed Ould Dada, Mohamed Ould Mohamed Ould Dada du Mouzaou, il a eu un entretien avec le réalisateur du film Salafis qui avait pris le FESPACO dans les années passées. Il a eu un entretien
une interview où il a effectivement expliqué comment eux, ils arrivaient à, à recevoir des financements des sociétés minières. Et ces sociétés minières finançaient le terrorisme par des rançons préventives. Alors, c'est quoi la rançon préventive? Les sociétés minières occidentales qui exploitaient les minerais dans le Sahel payaient les terroristes à l'avance pour que leurs concitoyens, employés et eux-mêmes, les responsables de la société, ne soient pas enlevés par les terroristes. Et donc, tout cela n'existant plus, il est évident qu'une branche du financement à ce niveau du terrorisme également est fermée. Et donc, le GAFI ne peut plus sentir donc tous ces éléments de financement, tous ces financements qui venaient à travers des sociétés minières qui ne sont plus aujourd'hui sous le contrôle donc des sociétés européennes. Donc, il est évident qu'au niveau du financement du terrorisme également, on ne puisse pas constater, on puisse constater qu'il y a effectivement une absence de financement du terrorisme avec des différentes mesures qui sont en train, qui ont été prises. La troisième chose, il faut rappeler que pour ce qui concerne toujours le Sahel, vous savez que l'État islamique a été financé par l'État français à 50 millions d'euros pour pouvoir s'installer au Sahel dans les années 2010-2011. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? L'État islamique avait enlevé des employés de la société Areva et Areva et une autre deuxième société française que j'ai oublié le nom, et ils étaient obligés de payer 50 millions d'euros pour pouvoir récupérer Vinci, société Vinci et Areva. Et donc, la France avait payé 50 millions d'euros, la Suisse 8 millions d'euros pour pouvoir récupérer leurs compatriotes. Et donc, le financement, et tout cela n'est plus possible parce que les Occidentaux, pour pouvoir financer donc le terrorisme au Sahel, se laissaient enlever par des groupes armés terroristes et ensuite ces groupes armés terroristes venaient demander des rançons. Et ces rançons sont versées par l'Agence française du développement avec les services secrets, la DGCE, les services secrets français, pour pouvoir libérer leurs concitoyens. Et donc, tous ces canaux de financement aujourd'hui sont fermés parce que tout simplement, il y a eu des militaires qui sont arrivés au pouvoir au niveau du Sahel, qui ont pris des mesures très drastiques contre donc toute velléité de financement du terrorisme, d'où qu'ils viennent. Et ensuite, ils ont également mis en place un système de contrôle de tout ce qui est convoi des ONG qui sont encore sur le terrain. Je parle des, vous voyez, le PNUD. On a vu tout récemment ce que le Burkina a eu avec le représentant du PNUD et aussi ceux des autres ONG, des actions humanitaires qui se créent des actions humanitaires pour financer donc le terrorisme. Et donc tout cela étant fermé, il est évident que désormais, on ne peut plus voir que les terroristes sont financés à l'intérieur. Et je pense que c'est cette vérité qui a manqué dans ce rapport pour signaler les efforts là où ces efforts ont été menés. En laissant ce rapport comme ça, c'est comme si c'était les populations ou encore les gouvernants corrompus donc du Sahel qui finançaient le terrorisme, alors qu'en réalité, ce sont que les Occidentaux. Le quatrième point que je voulais souligner à ce niveau, je rejoins le frère qui vient d'expliquer comment, avec tous ces prêts, tous ces ONG qui pullulent en Afrique, et ce qu'ils font comme gaffe en termes, lorsqu'un pays a besoin on vient l'imposer des conditions draconiennes et ensuite
on lui donne des crédits qu'il sera incapable de rembourser et par la suite, on vend le même crédit au FMI et à la Banque mondiale qui va acheter le même crédit pour les revendre à des multinationales qui vont encore récupérer donc ces crédits et les intérêts ne font que monter. Quand vous prenez un crédit avec un intérêt de 6-12%, eh bien, à la fin de l'échéance, si vous n'êtes pas arrivé à payer le crédit, alors qu'est-ce qu'on fait? On vend le crédit au FMI ou à la Banque mondiale qui rachète le crédit et qui va encore revendre le même crédit et on se retrouve avec un intérêt de 40%, 60% donc du montant perçu. Voilà tous ces mécanismes qui freinent le développement en Afrique et que les dirigeants doivent à un moment la main sur la table. Pour ce qui concerne l'Union européenne, c'est très insultant que une union hors continentale, union européenne, qu'elle se permet, elle s'arroge le droit de sanctionner un pays africain en sautant l'Union africaine. Ça, c'est une injure. C'est-à-dire que cet esprit de domination, cet esprit de supériorité, cet esprit de faire comprendre que le monde c'est eux qui contrôlent toujours le monde, c'est eux qui imposent des sanctions à qui ils veulent, ils lèvent des sanctions à qui ils veulent, ça doit cesser. Ça doit cesser. L'Afrique n'est plus, nous ne sommes pas des enfants de l'Europe. Nous ne sommes pas des Européens. L'Union européenne n'a aucun droit à sanctionner un État africain pour sa gestion ou quoi que ce soit. Non. Est-ce que l'Union africaine peut se lever, prendre des sanctions contre l'Union européenne? Mais tout ça, ce n'est pas la faute des Occidentaux. Lorsque l'Union africaine, les dirigeants de l'Union africaine continuent à mendier même pour le simple fonctionnement de l'Union africaine, même pour payer les salaires des employés de l'Union africaine, il faut aller solliciter l'Union européenne qui est 1000 fois plus pauvre que l'Union africaine. L'Union européenne ne peut qu'avoir ce genre de comportement. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on reforme complètement l'Union africaine pour éviter ce genre d'injures, pour éviter ce genre de mépris à l'échelle internationale contre les Africains, contre les peuples africains, parce qu'on en a assez. Ça suffit. Israël Arba Lompo pour cette brillante analyse. Charlie, on va rebondir sur ce que relevait d'ailleurs tout à l'heure Israël, qui aurait, de son point de vue, motivé la décision du GAFI et de facto celle de l'Union européenne. Il traduit la réalité qu'a d'ailleurs connue le pays de l'AES en matière de rançonnement des groupes terroristes liés donc à ces enlèvements qui étaient d'ailleurs assez fréquentes dans ces différents pays. Alors, ces enlèvements qui ne sont plus assez visibles ou alors récurrents aujourd'hui témoignent quand même de la montée en puissance de ces pays qui sécurisent davantage les différents sites miniers, que ce soit au niveau du Niger avec les Mindarli, du Mourarem, au Mali, tout comme au Burkina Faso. Est-ce que la capacité de ces pays, notamment à maîtriser quasiment l'espace AES, n'a pas véritablement bousculé aujourd'hui, au-delà de ce que vous avez relevé, notamment la volonté de renouer avec des potentiels partenaires, notamment pour la recherche des matières premières? Est-ce que cela n'a pas véritablement aujourd'hui obligé, passez-moi l'expression, le GAFI à revoir sa copie? Oui, je pense qu'il y a également cet état de fait. Mais s'il faut littéralement lire ce retour du GAFI dans ce sens-là, on serait peut-être également aussi en train de biaiser l'analyse, en ce sens que, et je crois qu'Israël Lompo, que je salue au passage, l'a brillamment expliqué et développé. Qui finance le GAFI? Quand vous répondez à cette question, mais vous avez toute la réponse à tout ce que nous sommes en train de voir, que moi je qualifierais de théâtre. Qui finance le GAFI? Ceux qui financent le GAFI sont les mêmes qui aujourd'hui possèdent ces États-là ou financent ces États-là, qui derrière utilisent les moyens de l'État
pour aller défendre ou pour mettre en avant les intérêts de ces puissants fonds d'investissement privés. Israël là-bas, on peut vous expliquer le mécanisme par lequel les multinationales, les transnationales installées sur le territoire africain finançaient le terrorisme. Mais sauf que le financement de ce terrorisme-là participait d'une dynamique politique et géopolitique pour les États qui sont justement, je veux dire quoi, porteurs de ces organisations-là, de nature à justifier non seulement leurs agissements en Afrique, mais également légitimer l'incapacité des États africains à pouvoir se prendre en charge par eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsque la France, par exemple, voulait légitimer la présence de ses bases militaires en Afrique, elle le justifiait par le terrorisme. Or, aujourd'hui, nous savons tous que le terrorisme est financé soit par ces organisations, ces multinationales, ces transnationales qui opéraient dans cette partie de l'Afrique, soit même par les États français, par les États eux-mêmes, parlant du cas justement de la France. Le Mali a tout un dossier sur la France dans le cadre du financement du terrorisme dans sa partie nord. Pourquoi le GAFI n'est pas intéressé par ce dossier? Je pense que pour moi, ça devrait être le principe. Si on part du fait que cela relève justement de leurs compétences, c'est-à-dire mener des audits, mener des enquêtes dans le sens de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, vous ne pouvez pas condamner un État qui vous dit être victime justement des éléments qui participent de votre travail à vous, de votre compétence, ouais. Condamner cet État-là et laisser celui qui est accusé. Ça n'a pas de sens. C'est un problème. En fait, c'est de l'équité. Comment le GAFI peut nous faire comprendre que leur démarche est partiale, est impartiale, quand le GAFI est incapable de voir la poutre qui est sur son pied, mais est capable de voir la paille qui est dans l'œil du voisin. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi je vous ai dit à rater que nous sommes là dans une très longue stratégie, surtout qu'il y a des précédents. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est que dans le cadre du Sahel que la France est accusée de financement du terrorisme? Non. Je crois que la justice française, alors nous parlons, a condamné un certain nombre de multinationales françaises, le cas du groupe Lafarge, dans le cadre du financement du terrorisme en Syrie. Alors, s'il y a des précédents, logiquement, GAFI aurait dû comprendre que cette accusation de l'État malien sont des accusations fondées, il faut aller creuser. Mais est-ce qu'on a eu l'impression que GAFI s'est senti intéressé par ce dossier? Non. Mais GAFI s'est simplement plus à sanctionner les autres. Et un beau matin, on se réveille de son sommeil et on dit non, dorénavant, vous êtes sorti de la liste grise, vous devenez un pays avec lequel les investisseurs, parce que derrière... cette démarche du GAFI, il y a que désormais ces pays vont pouvoir recevoir des financements venant de l'Union européenne. Merci. Pas seulement. Ça veut dire que, indépendamment des financements que ces pays pourront recevoir de l'Union européenne, ces pays, dorénavant, je veux dire quoi, tout investisseur qui aurait envie d'aller investir dans ces pays-là peut être sûr qu'il ne sera pas peut-être poursuivi par la suite devant les juridictions internationales pour les faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Parce que lorsque vous êtes justement coté ou du moins peint en rouge par ces organismes-là, vous devenez un pays à éviter par les investisseurs. Or, on est d'accord sur le principe que l'État à lui seul ne développe pas simplement un pays. L'État met sur pied les éléments, les mécanismes qui permettent justement au pays de pouvoir prendre de manière endogène les éléments qualificatifs et quantitatifs pour justement poser les bases de son développement. Mais ce sont les investisseurs qui apportent justement le développement dans un pays. Alors comment les investisseurs vont venir investir dans un pays quand ils savent qu'en cas d'investissement dans votre pays, derrière, on peut justement les accuser, les juridictions internationales peuvent les accuser justement de financement du terrorisme et de blanchiment des capitaux. C'est impossible. Or, ils se rendent compte eux-mêmes que les problèmes qui sont les leurs aujourd'hui, les solutions se trouvent au niveau de l'AES. Alors, pour se présenter en légaliste, ils retirent une sanction que hier, ils ont imposée ou infligée injustement aux États de l'AES, de nature justement à laisser penser que comme ils vont revenir, parce que derrière, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de partenaires commerciaux qui sont en train de toquer à la porte de ces pays-là, et donc, dans le cadre de ces partenariats-là, de ces accords-là, pour éviter de se mettre une balle dans le pied, on dit non, ce sont des pays blancs, dorénavant, vous pouvez y aller tranquillement. Oui, leur armée, mais qui ignore
qui ignorent que la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-sahélienne était prioritairement la lutte contre l'impérialisme. C'est de ça dont il est question. Ce que vous appelez terrorisme, en réalité, c'est de l'impérialisme, c'est une industrie. J'ai pour habitude de dire que le terrorisme est une entreprise occidentale au sein de laquelle l'Afrique est un très bon client. Voilà comment moi j'ai défini le terrorisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers le terrorisme, l'Occident peut facilement écouler ses armes sur le continent africain. Deux, à travers le terrorisme, les zones qui sont détruites peuvent justement amener les États qui subissent ces destructions-là à faire des recours auprès de ces institutions de Bretton Woods, qui, il faut le rappeler encore, sont financées par des fonds individuels, par des fonds d'investissement privés, pour maintenir ces États africains sous la dépendance, ou du moins sous le diktat du concept de l'occidentalisme. Et enfin, il faut rappeler que derrière toutes ces démarches-là, il y a une volonté manifeste de brader la souveraineté de ces États-là pour les imposer des agendas qui sont parfois pensés dans des officines d'outre-mer. À partir de cet instant, vous comprenez que le terrorisme devient non pas un problème sociaux, même si derrière il y a des réalités sociales qui peuvent concourir justement à l'avènement du terrorisme, mais le terrorisme devient plutôt un instrument géopolitique à la solde de l'Occident pour imposer un agenda justement au reste du monde et dans le cas échéant aux États africains. Donc si véritablement le GAFI est sincère dans sa démarche, le GAFI devrait commencer par regarder ce qui est tout proche de lui, à savoir l'Union européenne et les nombreux scandales qui secouent cette organisation-là. On parle des scandales avec les vaccins Covid, Ursula von der Leyen est citée, son mari est cité, tout l'établissement administratico-politique de la Commission de l'Union européenne est cité. On parle aujourd'hui des problèmes de blanchiment des capitaux dans le cadre de la guerre en Ukraine, où vous avez un certain nombre d'institutionnels européens qui sont cités. On parle, mais que le GAFI ne voit pas. Mais le GAFI est très fier d'aller voir ce qui se passe du côté du Mali. Donc aujourd'hui, je crois que derrière, comme vous l'avez dit, si bien rappelé, il y a également une démarche salvatrice de ces pays-là qui ont effectivement compris l'importance d'inverser le rapport de force sur le terrain en dotant justement leurs armées de la logistique et bien sûr des moyens nécessaires pour pouvoir répondre efficacement à cette menace sur le plan stratégique, sur le théâtre des opérations, qui vraisemblablement a mis en mal ce projet-là. Et parce qu'on a vu que par cet aspect-là, il était impossible de mettre à genoux ces États-là, eh bien on se dit, autant revenir à de meilleurs sentiments, ouvrons les vannes, parce que quelque part, ils ont des matières premières, ils ont des ressources dont nous n'avons pas. Et dans le cadre de la guerre ou du conflit qui oppose l'Europe aujourd'hui à la Fédération de Russie, avec la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui alimentaient prioritairement l'Europe en gaz naturel de bonne qualité et de très bon prix, cela a permis aujourd'hui à ce que le déficit énergétique a fait en sorte que les économies européennes sont pratiquement en berne. Or, qui bénéficie de tout ça derrière? Ce sont les États-Unis qui reviennent leur vendre le gaz de schiste 2, 3, 4 fois plus cher. Cette même Union européenne qui condamne, qui a mis la Russie sous sanction, continue d'acheter le pétrole russe à travers d'autres intermédiaires tels que l'Iran ou encore la Chine. Vous savez que les dernières statistiques nous ont montré qu'au cours du premier semestre de l'année dernière, la France a acheté, est le pays européen qui a acheté le plus de pétrole et de gaz à la Fédération de Russie. Donc, il y a cette réalité-là, ce déficit énergétique-là qui est en train justement de plomber les économies de ces pays-là. Et dans la course justement à ces ressources énergétiques, le continent qui dispose en très grande quantité, mais mieux, qui ne va pas les soumettre à un certain nombre de contraintes, parce qu'il faut préciser que parmi les pays qui détiennent justement ces ressources naturelles, précisément énergétiques, vous avez des pays comme la Chine, vous avez des pays comme la Russie, vous avez également majoritairement des pays aussi membres des BRICS, mais sauf que au sein des BRICS, il y a une politique protectionniste qui est privilégiée, c'est-à-dire que la Chine privilégie sa demande locale. Et indépendamment de la demande locale, la Chine privilégie la demande communautariste ou communautaire dans le cadre justement des États membres des BRICS. C'est valable avec la plupart de ces pays-là. Et donc, à partir de cet instant-là, l'Union européenne n'a pour seule autre option
que l'Afrique. Et donc, pour revenir de manière en posture de légaliste, la sanction qu'on a émise injustement hier, on décidé de lever pour dire non, tout va bien désormais. On peut venir désormais commercer avec eux. Donc, je pense que c'est de l'hypocrisie, mais qui répond également à un agenda qui a été déjoué de la part de ces autorités-là, qui ont vite compris la démarche qu'il y avait derrière et qui n'ont pas justement fléchi, parce qu'ils auraient pu tenter de négocier ou encore se soumettre, mais ils ont pris le taureau par les cornes, ils ont répondu à la menace sur le terrain en inversant le rapport de force, ce qui leur a permis justement de pouvoir, je parle justement du camp en face, de revenir à de meilleurs sentiments et de comprendre que si ce n'est que par cette voie-là qu'ils entendent mettre à genoux ces États-là, ils ne peuvent pas le faire. Donc autant revenir dans une posture légaliste et venir échanger avec ces États-là d'égal à égal. Merci à vous, on va suivre. Prendre la direction de Bamako, retrouver également Issa Diawara qui s'est penché sur cette démarche, du moins sur ce pédalage de la part de l'Union européenne qui retire donc les pays africains de sa liste dite à risque sur les flux financiers illicites du côté du Sahel. Issa Diawara, on vous accueille davantage sur cette actualité assez brûlante. Comment expliquer davantage ce rétro-pédalage de l'Union européenne qui, eh bien, quelques mois après avoir classé notamment votre pays, le Mali, d'une liste noire des pays à haut risque, eh bien, notamment pour des questions de financement terroriste, a clairement revu sa copie? Cette fameuse reconnaissance de l'Union européenne, de la Confédération AES, en fait, c'est un sujet sur lequel je ne voudrais pas me prononcer. J'ai déjà publié sur ma page Facebook ce que j'en pensais. Mais au nombre de messages et au nombre de publications que nous voyons un peu de gauche à droite, certains de nos frères ayant compris le jeu, d'autres même qui s'en réjouissent, et certains même ceux qui abandonnent facilement, nous appelons à ne pas être très radicaux par rapport à l'Union européenne, que c'est un bon début, que les choses peuvent s'améliorer. Suite à cela, j'ai jugé nécessaire d'enregistrer la présente émission. Pourquoi? Premièrement, ceux qui pensent que c'est un bon début, l'Union européenne publie un communiqué, dit reconnaître, qui montre, qui témoigne sa reconnaissance de la Confédération AES, c'est-à-dire les trois pays dorénavant ensemble, et appelle à un dialogue constructif avec les pays de l'AES tout en respectant la souveraineté des pays de l'AES. Théoriquement, c'est bien. Et ceux qui disent c'est bon, maintenant ça suffit, baisser un peu la garde, c'est peut-être ils ont tort de faire très vite, d'avoir très vite confiance à l'Union européenne. On dirait qu'ils ne connaissent pas très bien c'est quoi l'Union européenne souvent. Vous savez, ce sont les mêmes gens qui ont manipulé Kadhafi. Vous vous souvenez de l'histoire des médecins bulgares qui étaient emprisonnés en Libye? Vous vous souvenez comment c'est le pouvoir de Kadhafi a financé Nicolas Sarkozy à l'époque, ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac? Le même Nicolas Sarkozy qui fait adhérer la France, qui remet la France dans le commandement intégré de l'OTAN, et aujourd'hui en train de commettre toutes ces conneries dans le monde. La même France qui avait réussi à grande pompe Muammar Kadhafi. Peu de temps après, la même France a mobilisé ce qu'ils appellent leur communauté internationale, aller chercher un mandat et bombarder la Libye. Comment cela est arrivé? La Libye a été attaquée avec un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Certes, un mandat sorti de son texte, de son contexte. Un mandat qui a été dépassé, parce que le mandat en question, c'était la zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye. Empêcher les vecteurs aériens de l'armée libyenne d'effectuer des frappes, parce que c'était cela qu'il était question. Ils avaient fait croire, non, il va faire décoller des avions, il a des avions dernière génération pour massacrer, que Dieu nous en garde, les populations civiles. Et raison pour laquelle ils ont cherché un mandat concernant une zone d'exclusion aérienne sur la Libye. Il n'a jamais été question d'attaquer des troupes au sol de l'armée libyenne. Il n'a jamais été question d'aller jusqu'à assassiner le guide Muammar Kadhafi. Donc les mandats là, c'était juste un prétexte.
Mais à ce niveau, il y a deux pays qui pouvaient empêcher. Et c'était la Russie et puis c'était aussi la Chine. Mais les deux pays se sont abstenus. Parce que Kadhafi avait très tôt baissé la garde. Premièrement, quoi faisant? Vous savez, les programmes nucléaires iraniens, libyens et même nord-coréens, c'est des programmes qui se sont suivis. Et même irakiens. L'Irak a abandonné son programme. Saddam Hussein s'est retrouvé un jour pendu. La Libye a abandonné son programme. La Libye s'est retrouvée détruite. La Corée du Nord a gardé son programme. Aujourd'hui, Donald Trump supplie de discuter avec la Corée du Nord, qui ne comprend pas quoi. Kadhafi a d'abord baissé la garde, en livrant toutes les composantes nucléaires, même les plans, renoncé totalement. Et ce seul acte devait protéger Kadhafi de leur agression. Mais c'est des gens qui ne disent jamais leur dernier mot. Aujourd'hui, quand ils hésitent à attaquer l'Iran, ce n'est pas pour autre chose. Ils se disent, ah, est-ce qu'ils n'ont pas l'arme fatale là? Est-ce qu'ils n'ont pas de quoi transporter l'arme fatale? Vu la puissance balistique de l'Iran. Et Kadhafi, il se débarrasse de son programme nucléaire. C'est comme si ça ne suffisait pas. Ils s'engagent, suivant leur discours, dans un processus de normalisation. Ben, ils ont rassuré que dorénavant, ils n'ont plus de problème. Surtout l'affaire qui s'est passée avec la Suisse autour du pétrole. Quand il avait demandé, exigé de la Suisse des excuses publiques, exigé de l'Italie de réparer les dommages. Mais oubliant que les impérialistes ne disent jamais leur dernier mot. Quand vous baissez la garde, ah oui, quand vous baissez la garde, il finit par vous avoir. C'est de cela qu'il est question. Et le pouvoir de Kadhafi a baissé la garde. Le guide Kadhafi lui-même, il est parti se promener. Ah oui, lui-même, il est parti se promener en France tranquillement. Ils étaient dans de très beaux termes. Ceux qui nous demandent de baisser la garde, regardez un peu ce qu'ils ont fait à tous ceux qui ont baissé la garde. L'Irak, Saddam a été leur allié finalement. Regardez comment il a fini. Kadhafi, regardez comment il a fini. Si la Corée du Nord, Kim Jong-un, a hérité du pouvoir de son père Kim Jong-il, qui avait hérité aussi de son père Kim Il-sung, c'est parce que le pays tient bon. Ils n'ont pas reculé. Ce n'est pas le moment pour les pays de l'Est de baisser la garde. Mais analysons un peu. Une reconnaissance de l'Union européenne, des pays de l'AES, qu'est-ce que ça apporte aux pays de l'AES? D'abord, nous autres, nous avons porté plainte contre la junte française pour soutien au groupe, aux terreurs mercenaires qui sont en train d'endeuiller notre peuple. Le général Tchani l'a dit. Son Excellence, l'actuel président en exercice de la Confédération AES, le président Ibrahim Traoré aussi l'a dit. Nous avons tous dit, le général Assimi Goïta, président du Mali, son Excellence, que nous saluons au passage, tous les trois présidents de l'AES ont dit avec certitude que c'est la junte française qui envoie les terreurs nous attaquer. Nous attaquer, non seulement militairement, mais attaquer nos économies pour essayer de présenter un pays en lambeaux, détruit par les guerres, dire que vous voyez, ces gens n'ont pas travaillé. Ils ne sont même pas en mesure de gagner la guerre. Mais la guerre, là, c'est la junte française qui nous livre la guerre, qui nous fait la guerre. Donc, leur troll communique sur les conséquences de cette guerre livrée, mais jamais sur les causes de la guerre. Or, qui parle de la junte française parle de l'Union européenne. Et cette reconnaissance veut dire que l'Union européenne va ordonner, va dire à la France, écoutez, vous qui êtes la seule puissance nucléaire de l'Union européenne, arrêtez d'armer des terreurs mercenaires contre le Mali, contre les pays de l'Est. Est-ce que l'Union européenne va faire ça? Non. Vous savez pourquoi? Parce que lors de la conférence de Berlin, 1884-1885, ils se sont partagés l'Afrique. Comme d'habitude. Cette fameuse reconnaissance de l'Union européenne, de la Confédération AES, en fait, c'est un sujet sur lequel je ne voudrais pas me prononcer.
Israël Abalon, vous retrouvez, on a suivi avec beaucoup d'intérêt Issa Diawara, qui pense donc qu'il faudrait être assez prudent et à la limite méfiant de la démarche de l'Union européenne qui veut donc aujourd'hui véritablement renouer les relations avec l'AES, mais du point de vue idéologique, on sait très bien, eh bien, on est loin de retrouver une même orientation géopolitique du côté de l'Union européenne. On le sait, c'est un idéal libéral qui est plus ou moins, du moins qui a quasiment fait son lit du côté de l'AES. On veut un idéal souverainiste. Est-ce qu'il faudra davantage être prudent de la démarche de l'Union européenne ou alors on se dit aujourd'hui l'AES a suffisamment les coups des franges pour véritablement s'ouvrir au reste du monde? Non, je pense que l'Union européenne, la démarche de l'Union européenne n'a rien de sérieux. Quand vous prenez ce qui les pousse, donc à venir vers l'AES, c'est la géopolitique internationale qui se passe tout autour de la géopolitique internationale. Et surtout, le désamour de Donald Trump envers l'Union européenne. Et je pense que l'Union européenne est en train de chercher sur quoi s'accrocher. Après avoir perdu donc sa légitimité vis-à-vis donc des États-Unis, après tous les discours de mépris donc de Donald Trump vis-à-vis de l'Union européenne, mais également cette volonté affichée de Donald Trump de se débarrasser de l'Union européenne, de ne plus être donc ce gendarme qui se cachait derrière l'Union européenne, qui lui permettait à l'Union européenne et surtout à la fin de faire le gros dos donc devant les pays africains. Eh bien, c'est fini. Et donc, du coup, l'Union européenne s'est résolue de chercher des appuis ailleurs. Et ces appuis ne peuvent se trouver facilement, selon elle, qu'en Afrique, notamment dans les parties où elle a énormément perdu de sa place. Je parle des pays donc, des États, de l'Alliance des États du Sahel, où non seulement elle a perdu son prestige, elle a perdu sa crédibilité et elle ne sait plus sur quel pied danser. Ce qui est fait qu'aujourd'hui, bon, tout ce qu'on peut dire de cette sortie de l'Union européenne qui tente de renouer donc ses relations avec les États du Sahel, ce n'est rien. C'est rien, il n'y a rien. Je pense que bon, on est suffisamment mieux aujourd'hui pour ne pas tomber dans ces délires à la Macron et puis la vie continue quoi. Je pense que c'est ça. Sinon, moi, je n'accorde pas de crédit à cette sortie. À la limite, c'est une injure. L'Union européenne n'a pas qualité à contrôler l'humanité. Non. C'est quoi? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Israël, retour sur ce plateau avec vous. Charlie Kay, la même méfiance doit-elle être appliquée aujourd'hui ou alors l'AS doit se dire on a plusieurs boulevards qui s'ouvrent à nous. D'abord, on pourrait avoir désormais accès peut-être on va dire quoi, aux capitaux européens, aux finances, aux différents investisseurs potentiels européens, mais aussi également avoir un espace où on pourrait peut-être également coopérer dans le cadre notamment de la vente pour le cas du Niger, de son uranium qui, jusqu'aujourd'hui on le rappelle, qui fait encore l'objet d'un véritable bras de fer avec Paris. Oui, moi je pense que là je dois rester fidèle envers eux-mêmes. Je crois que les principes de la diplomatie malienne sont clairs. Respect de la souveraineté de l'État malien, respect des choix et des orientations à caractère géopolitique et géostratégique de l'État malien, respect de la dignité du peuple malien. Je crois que ces éléments centraux qui sous-tendent justement la politique étrangère malienne font en sorte que quiconque voulant justement venir investir au Mali est la bienvenue. Mais à partir du moment où vous devez tenir compte des intérêts de l'État malien, du respect de la souveraineté de l'État malien et du respect de ses choix et de ses orientations géostratégiques et géopolitiques. Je vous rappelle qu'au début, lorsque l'AES se constituait,
certains pays européens ont, je vais dire quoi, ont décidé de se retirer ou du moins sont suspendus leurs relations diplomatiques avec les États de l'AES au seul motif qu'ils ne seront pas là tant que la Russie sera là. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez ça, c'est-à-dire vous venez chez moi, vous trouvez mon enfant ou bien vous trouvez un ami, vous dites que pour que vous entrez chez vous, il faudrait préalablement que je mette mon ami dehors. C'est un mépris envers la souveraineté d'un État. À la limite même, c'est plus que du paternalisme, c'est du banditisme doublé d'une escroquerie véritablement qui n'est que l'apanage de cette pensée occidentalo-impérialiste. Donc, moi, je crois que l'AES doit rester fidèle envers elle-même, fidèle envers ses principes, à savoir quiconque est la bienvenue au sein des États de l'AES à partir du moment où vous respectez le canevas, le cadre, le contexte et même les orientations qui vous seront dictées par les États de l'AES. Voilà ce que je pense. Merci à vous. On ferme rapidement avec vous, Général Issa Diawara. Alors, quel est l'enjeu caché derrière cette démarche de l'Union européenne, de votre point de vue, cher monsieur? Issa Diawara, comment pas commenter l'effet de refermer cette édition en faisant clé là. Issa, on rappelle la question, c'est de savoir, eh bien, derrière, que se cache-t-il derrière la démarche, on va dire, finalement, de réconciliation entre l'Union européenne et l'AES? Et aucun pays européen n'osera prendre les devants sur la France, sur les dossiers de l'AES. Dire, OK, arrêtez avec ça tout de suite et matérialiser ça sur le terrain, ça n'existe pas. Vous savez comment la France va appeler ça? Ingérence dans ses affaires internes. Ces gens considèrent nos pays comme relevant de leur empire. Ah oui, oui. Pour eux, l'empire britannique, l'empire français, l'empire comme ça, c'est des empires qui n'ont jamais pris fin. Simple preuve. Quand il y a eu la guerre civile en Sierra Leone, qui est-ce qu'on a appelé? La Grande-Bretagne. Faites quelque chose, intervenez. Quand ils avaient envoyé des terreurs mercenaires contre la Côte d'Ivoire, qu'il faut appeler force nouvelle. Mais qu'est-ce que l'ONU a dit? L'ONU et d'autres structures ont appelé la jeune française à prendre ses responsabilités en Côte d'Ivoire. Résultat, l'armée française a bombardé massivement le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Des troupes au sol, leurs militaires ont arrêté, ont procédé à l'arrestation du président Laurent Gbagbo dans le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Sierra Leone, c'est la Grande-Bretagne qu'on appelle, parce que ça a été colonisé par la Grande-Bretagne, l'Angleterre. Et la Côte d'Ivoire, c'est la France qu'on appelle. Même au Mali, quand on dit, ah non, en 2012, les terreurs descendent sur Bamako. Or, les terreurs étaient à plus de 600 km de Bamako. Mais résultat, qui est-ce qu'on a appelé? Par une tension qu'ils ont imposée. C'est la France. Mais pourquoi la France? Pourquoi pas un autre pays? Ils sont toujours dans ce concept d'empire colonial. Dans les 3 pays de l'Est, qui a l'initiative toujours de nous emmerder? C'est la jeune française. Ils sont comme ça, ils sont partagés le monde il y a longtemps. Vous voyez ce qui se passe sur le continent américain? Au Venezuela, aucun Européen n'a levé le petit doigt en tant que tel. Communiqué de l'Espagne, c'est du pipeau. Parce que c'est la doctrine Monroe. Tout le continent américain revient aux États-Unis. D'où leur convoitise de Groenland qui se trouve au niveau de l'Arctique. C'est la même chose. Et ici en Afrique, la jeune française dit qu'il s'agit, n'oubliez pas, une fois la France a accusé la Russie d'être une puissance impérialiste qui s'ingère dans les affaires internes des pays d'autrui. Mais tu te demandes, la Russie ne s'est pas mêlée d'un problème interne à la France. Les Bretons, les Corses ou bien la Savoie, non. Alors en quoi il parle d'ingérence? L'Ukraine peut le dire. Mais la France, pourquoi? Parce que la France pense que nous relevons de l'Empire français. Et qu'il est anormal qu'une puissance comme la Russie, vienne nous aider à nous renforcer militairement pour défier son ordre néocolonialiste. C'est ça la vérité. Donc, les pays de l'Union européenne, en ce qui concerne les pays de l'Est, pour le moment, restent derrière la position française. Ne vous fiez pas au discours et autres, non. Ça, ils tirent ça de la conférence de Berlin 1884-1880. Alors, nous autres Africains, que devons-nous faire? Il faut garder une ligne, une position cohérente.
Nous avons dit respecter notre souveraineté, respecter nos partenaires, nos choix des partenaires. C'est à nous de décider. On décide cela suivant le troisième critère, la prise en compte de nos intérêts. Ce n'est pas compliqué. Nous n'avons jamais demandé à la jeune française. Nous avons dit, voici ce qui est bon pour nous. Nous pensons qu'il n'est pas bon que vous continuez à disposer de forces militaires ici, partez. Là, à partir, ils ont fait demi-tour, ils ont commencé à armer maintenant des terreurs pour nous attaquer. Ce sont eux qui nous font la guerre. J'ai vu certains de leurs trolls dire, mais le Mali, c'est le pays où on applaudit quand les citernes arrivent. Mais ils n'ont pas compris. Il faudrait dire, il faut rectifier, il faut reprendre la phrase. Le Mali, c'est le pays où on applaudit quand l'armée malienne défie les forces maléfiques de la jeune française et parviennent à escorter les citernes jusqu'en territoire malien. Là, on applaudit parce qu'on a botté des voyous en bourse là-bas. C'est pourquoi on applaudit. Ah voilà, c'est ça. Parce que chaque citerne que vous voyez, c'est après que les forces macroniennes et autres ont dressé plusieurs barrages de renseignements depuis le départ des citernes, depuis au niveau du port, des gens qui se sont préparés, mais nous les neutralisons. Ces gens sont écrasés. Donc la reconnaissance ou pas de l'Est de l'Union européenne, nous ne demandons la reconnaissance à personne. Ça n'a pas d'impact. Ça ne va pas faire cesser leurs attaques. Les pays de l'Est sont combattus par les mêmes pays que vous prétendez reconnaître l'existence de la Confédération AES. Nous n'avons pas demandé ça. Ça nous apporte quoi? Rien. Tout ce que nous leur demandons, qu'ils s'engagent, qu'ils disent publiquement, nous mettons fin à notre politique d'hostilité contre les pays de l'AES. C'est ça. Nous mettons fin à toute agression contre les pays de l'Est et nous voulons maintenant discuter avec ces pays. On n'a aucun problème. Vous nous attaquez. Et au même moment, vous dites, on vous reconnaît. Mais vous ne reconnaissez pas le Venezuela? Et c'est là empêché d'aller faire enlever leur président là-bas. Vous avez des ambassades là-bas, non? Alors, qui a condamné? Qui a fait quoi? Qui a agi contre? Qui a réclamé même le retour de Maduro? Personne. Reconnaître là. Mais quand il venait renverser le président Modibo, quand il venait renverser, même faire assassiner Lumumba, il ne reconnaissait pas le Congo? Reconnaître là ne met pas fin à leur action nuisible. Non, 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 bien au contraire. Mais la Russie qui sont en train d'agresser, ils ne reconnaissent pas ça. Dans les relations internationales, ce n'est pas une question de reconnaissance. Tu me connais et puis tu m'attaques. En quoi, voilà, qu'est-ce que cela ne me protège pas? Au contraire, ça peut même vous exposer. Là, il la reconnaît, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Il faut se détromper. Mais ils ont envahi combien de pays? Ils ont fait éliminer combien de dirigeants? Ils ont levé des coalitions, aller combattre les dirigeants. Parce que c'est déjà, quand on est jeune là, très bas âge, souvent, quand on est avec ses frères là, on aime se battre en groupe quoi. Donc c'est comme ça que les impérialistes procèdent. C'est pas qu'ils sont forts individuellement, non, non, non. C'est comme une meute. C'est des gens qui se mettent ensemble. Chaque fois qu'il est... Mais regardez, ils étaient combien allés en Afghanistan? Un pays comme l'Afghanistan, qui avait quelle armée de l'air? Quel système de défense antiaérienne? Mais l'oncle Sam y était, la jeune française était, les Anglais étaient, les Allemands étaient, ils étaient tous là-bas. Tous là-bas pour faire la guerre à ces gens qui ont même traité de terror. Au Mali, ils étaient plus de 60 pays. Plus de 60 pays. Et résultat, on s'est retrouvé avec des terreurs partout. Mais à l'époque, ils ne reconnaissaient pas le Mali. Non seulement ils reconnaissaient le Mali, ils ont même envoyé une mission de formation. Ils ont même envoyé leur force spéciale, Takuba. Et cela a permis d'apporter la paix au Mali. La réponse évidemment c'est non. Mais c'est facile. C'est facile de dire ils nous reconnaissent et puis ils ne vont plus nous attaquer. Mais ils nous reconnaissaient de toute notre indépendance. Le premier pays à reconnaître l'indépendance du Mali, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le moteur économique de l'Union européenne. Or, tout ce que la jeune française est en train de faire, l'Allemagne n'est pas au courant. La question, elle est toute simple. L'Allemagne est au courant, oui ou non? Mais ils le savent. Ils ont leur service de renseignement qui opère dans un cadre global. Ah, ils reconnaissent. Quoi, un bon débit. Ah oui, maintenant, bravo, ils reconnaissent. Peuple d'Afrique, détrompons-nous. Continuons à travailler. Ils ne respectent que la puissance.
Si vous êtes fort, on va vous épargner comme la Corée du Nord. Vous êtes fort, on va vous épargner. Merci infiniment, vous, Général Issa Diawara, pour cette analyse assez pertinente dans le cadre de cette émission du grand débat africain qui se referme. Et bien donc la thématique penchée sur la démarche de l'Union européenne, elle-même conséquente de celle prise par le GAFI de retirer plusieurs pays, sinon 6 du continent africain, de la liste noire sur les questions en tout cas de financement du terrorisme et surtout de lutte contre le blanchiment de capitaux sur le continent africain. Merci à vous de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. Israël Arbalompo était à nos côtés, Général Issa Diawara, mais surtout notre ami Charlie Kenyé sur ce plateau central. On se tourne rendez-vous très bientôt pour une autre séquence de réflexion. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.